ce n'est pas du mainstream. Bonjour à tous. Voilà le retour de la Dream Team. On avait fait, je crois, une ou deux vidéos avec Didier, c'est pas du mainstream, sans la présence du déserteur François Coq. Il est de retour aujourd'hui. Donc, nous allons tous les trois aborder quelques thèmes qui sont en prise directe sur l'actualité, mais on les a choisis en ce qu'ils racontent un moment particulier que traverse notre pays. On est à la veille, à la veille. On est à quelques mois de la mère de toutes les batailles électorales de la Ve République, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Et Peut-être, on peut-être, s'a, pardon? peut-être, peut-être Oui, à quelques peut-être. mois. Attends, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, dans l'année qui précède, c'est d'ici 9 mois. Le président de la République, et on en reparlera, n'a toujours pas fixé la date du scrutin, ce qui est assez hallucinant, mais qui dit beaucoup. Et donc, la France traverse une période politique, mais économique aussi, géostratégique aussi, très particulière, où la crise euh, est d'une importance historique, je dirais. Et donc, il y a eu quelques événements qui racontent ce moment, et on va essayer de réfléchir à justement ce que racontent ces événements, et en essayant de définir, exercice extrêmement difficile, quelques perspectives, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui peut se produire. Je dois dire que puisque je suis l'aîné, messieurs, dans ma vie personnelle, dans sa dimension politique, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une crise d'une telle ampleur. Crise et en particulier une crise politique d'une telle ampleur et une pareille incertitude sur ce qui nous attend. Voilà. Bon, premier thème, s'inscrit dans l'actualité d'hier, c'est la tragédie du Gers. Alors, je rappelle que c'est un fait divers. Dans ma bouche, le terme fait divers n'est pas péjoratif, hein. Un fait divers, ça raconte une société. C'est une abominable histoire de pédophilie meurtrière. L'assassinat d'une préadolescente de 11 ans, euh, a priori, et là la justice va faire son boulot comme elle doit le faire, hein, présomption d'innocence, et puis il faudra bien l'établir, mais enfin de très très lourds soupçons reposent sur quelqu'un, et il semble que cette tragédie a pu survenir parce que la justice dans son ensemble, a été totalement défaillante. Elle a été totalement défaillante, et quand je dis dans son ensemble, du haut en bas. Du haut en bas, puisque aujourd'hui, nous avons Monsieur Macron, qui est le premier responsable de la catastrophe du service public judiciaire, Monsieur Darmanin, qui en est un des instruments, et qui viennent aujourd'hui prendre des pincettes, annoncer des enquêtes, des rapports, et lesquels ne déboucheront, comme d'habitude, absolument sur rien. Cette tragédie affreuse a des responsables. Elle a des responsables et le fait de pointer ces responsabilités amène effectivement à constater l'état dans lequel se trouve aujourd'hui ce pays. C'est une affaire qui remonte à un certain temps, mais avec une aggravation décisive depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Bien, je vous passe la parole. Qu'est-ce qui souhaite donner son point de vue, sachant que je me réserve un peu le procès des magistrats,
les premiers concernés par ce qui s'est produit, et j'avancerai quelques raisons, hein, parce que la crise budgétaire de la justice, du service public de la justice, l'absence criante de moyens, qui est quelque chose d'organisé, hein, c'est le néolibéralisme, on déshabille, on détruit les services publics au profit de l'oligarchie, euh, c'est une réalité, mais il ne faut pas oublier que le corps des magistrats est, dans une affaire comme celle-là, d'abord et avant tout le premier responsable. Ce sont les magistrats qui ne travaillent pas, ce sont les magistrats qui ont des priorités qui leur sont propres, ce sont des magistrats qui se vivent aujourd'hui comme une force politique sur le pays et qui ont une aversion profonde pour les couches populaires, pour la France périphérique, et qui considèrent qu'ils sont là, et d'ailleurs l'affaire du Gers le démontre, et qu'ils sont là pour réprimer ceux qui osent s'opposer au pouvoir qu'ils soutiennent et qu'ils ont installé, parce que rappelons quand même que l'élection d'Emmanuel Macron n'a pu être rendue possible que par je l'ai dit, une opération judiciaire. Juste une petite avant de vous repasser la parole, une petite info. Hier, le responsable de la coordination rurale du Gers racontait que dans le mois précédent, il avait été convoqué 4 fois par la gendarmerie, dont certaines fois pour des mises en garde à vue, parce qu'il avait publié sur Facebook des publications sur Facebook. Pendant ce temps-là, le présumé coupable de ce qui s'est produit, qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes, de signalements qui étaient tout à fait identifiés comme dangereux, eh bien, pouvait continuer à rôder dans le département pour aboutir à la tragédie qu'on connaît. Cette priorité du procureur local est une caractéristique du fonctionnement actuel de la magistrature. Messieurs, je vous repasse la parole parce que sinon je peux faire 3 jours. Bon, allez, génial, et je m'y colle pour lancer les débats. Alors, on va te laisser la partie, effectivement, magistrat. Mais déjà, le point de départ de cette affaire, c'est effectivement, en France, il n'y a pas de droit des victimes. C'est-à-dire qu'il y a une inversion totale dans les priorités de la justice. Quand on veut porter plainte pour n'importe quoi, d'ailleurs, pour un cambriolage, moi ça m'est arrivé, je connaissais la personne, je voulais porter plainte contre personne dénommée, qui était bon, mon voisin. Et j'ai dit, mais si le type il m'a dit, je vous fais le papier pour l'assurance. Bon, j'ai dit, moi je veux pas un papier pour l'assurance, je veux que vous le convoquiez, que vous lui fassiez peur, qu'il arrête d'emmerder le monde, quoi. Bon. Et il m'a dit non, non, je ne ferai pas ça. J'ai dit, bon, ben, je vais m'en occuper moi-même. Il dit, ah, attention, monsieur, hein, là, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, je prendrai la plainte. C'est ce qui est arrivé à une dame, là, qui, effectivement, voulait savoir où en était l'enquête, et les gendarmes ont fini par lui dire, mais on va vous attaquer pour harcèlement. Donc, il n'y a pas de droit des victimes en France. C'est un problème de politique pénale, de priorité. Les victimes, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et c'est ce qui démontre ce que tu viens de dire par l'absurde, mais aussi de façon excellente, que l'autorité judiciaire protège le système, l'oligarchie, la plutocratie, pas du tout le peuple. Et encore moins le lumpenprolétariat. Ça ne les intéresse pas. Ils défendent les institutions, ils défendent le système dans Non, non, lequel attends, Didier, je t'interromps. Ils haïssent les couches populaires. oui, 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 je suis d'accord. On l'a L'affaire vu des avec Gilets les Gilets jaunes le jaunes. démontre. Le Non, mais on l'a démontre. vu avec les C'est Gilets une jaunes. aversion totale. Ils Une sont aversion formés comme totale. ça. C'est les petites bourgeoisies urbaines, hein, les étudiants les plus médiocres, parce que le concours de l'ENM n'est pas difficile, hein, qui sont recrutés comme ça, qui passent 3 ans dans le bocal de l'école de Bordeaux, endogamie, qui se marient entre eux, etc. Hein, et ensuite, ils sortent à 26 ans avec un permis de juger et une totale aversion pour les couches populaires. Ils les haïssent. Alors, je Hein. continue la démonstration. Ça veut dire finalement que ça, c'est quand même, pour moi, le problème principal, le premier problème. Alors après, il y a un deuxième problème. Mais quand on parle en fait de dysfonctionnement, c'est là où ça va pas. C'est nous nous trompons
sur les termes. Parce que oui, il y a un problème de moyens, tu l'as dit toi-même, il faudrait plus de juges, plus de procureurs. J'ai regardé sur les 27, on est le quatrième pays avant-dernier en termes de magistrats, de procureurs, etc. Pour 100 000 habitants, il n'y en a pas. Mais si tu recrutes plus et que tu gardes la même doctrine, la même politique pénale, ben, tu auras les mêmes conséquences et ce qu'on appellera toujours dysfonctionnement. Parce qu'il n'y a pas de volonté. On voit avec le dossier Epstein, je ne sais pas comment il faut dire, on voit qu'il n'y a pas de volonté d'avancer. Et on voit que finalement, les viols, la pédocriminalité, etc., les gens ne prennent pas trop ça au sérieux chez les magistrats et chez les procureurs. Ça, c'est le deuxième point. Il y a quand même ce problème de moyens, mais des moyens, pourquoi faire? Pour quelle politique pénale? Ça me semble fondamental. Et puis, tu l'as dit aussi, on ne peut pas exonérer, et surtout à l'étranger, ce qui est une spécialité de M. Macron, qui vient gloser sur la justice en plastronnant le menton haut en disant si ça continue, il faudra que ça cesse. Moi, j'ai déjà pas mal amélioré les choses, mais ça va pas encore assez loin, et il faut faire un peu plus. Ou Monsieur Darmanin, qui vient aux 20 heures, expliquer que ça marche pas. Mais ça fait quand même 9 ans qu'ils sont aux manettes, plus d'ailleurs pour Monsieur Macron, ça fait 12 ou 13 ans que ces gens-là sont au sommet de l'État et que toute leur politique, on en voit les fruits. Et donc, il y a cette absence de responsabilité des juges, cette absence de responsabilité en termes juridiques et judiciaires, mais aussi cette absence de responsabilité morale, philosophique et politique. Parce que dans n'importe quelle démocratie normale, qui fonctionnerait à peu près normalement, après un tel scandale, le premier incriminé, ce serait le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, il devrait immédiatement être démis de ses fonctions. Et puis avec des enquêtes derrière, oui, mais avant qu'il y ait des enquêtes administratives ou éventuellement parlementaires, on, on, on démissionne, si j'ose dire, le ministre de la Justice. C'est la moindre des choses. Et ensuite, on va revoir toutes les responsabilités du procureur, des enquêteurs, des policiers, des gendarmes. Est-ce qu'ils ont pris la plainte? Pourquoi ils l'ont pas prise, etc. Alors que le type était quand même en circulation. Et il y avait une plainte pour viol au mois d'août de l'année dernière. Des classements sans suite, alors que le type était quand même connu notoirement hein, pour ses actes répréhensibles envers des enfants, dont une, je crois, vraiment une enfant de 6 ou 7 ans. Enfin, c'est pas acceptable. Hein. Et quand on voit, et puis j'arrête de parler là-dessus pour laisser la parole à François, le scandale absolu du périscolaire à Paris, avec la même équipe qui se fait élire triomphalement, ça dit aussi quelque chose de la société, hein, puisque cette affaire a éclaté au moment des municipales, dans une démocratie qui fonctionnerait à peu près normalement. Ces gens-là, qui étaient, en plus, il était aux manettes, hein, Grégoire, hein, il était adjoint, puis il s'occupait de l'école, etc. Ils auraient dû être exfiltrés, j'allais dire, de la compétition, ou à tout le moins, ils auraient dû faire 1%, pas le score mirobolant qu'ils ont fait. Donc, il y a évidemment une responsabilité politique, une responsabilité judiciaire, mais ce que tu disais en filigrane sur la déliquescence, comme tu disais, jamais vu ça, la déliquescence de notre société, il y a un effondrement sur elle-même hein, de la société qui n'arrive plus à voir un petit peu ce qui est important, ce qui ne l'est pas, le relatif, l'absolu, et qui met tout un peu sur la même importance. Et moi, c'est ça qui me fait le plus peur, parce que je me dis, si on n'est plus capable, alors bien sûr, il y a toujours des gens qui râlent un peu a posteriori, mais comment de telles choses sont possibles, parce que chaque fois, elles sont réitérées, quand on voit le nombre comment on appelle ça, de viols dans les familles d'inceste en France, on est dans le haut du panier. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Je renvoie à 1 sur 5 le documentaire de Carl Zero, par exemple. C'est effarant, quoi. Donc, ça dit aussi, comme tu l'as dit, je pense, quelque chose de profond et de profondément dérangeant sur la déliquescence de notre société et de notre pays. François.
Ouais, alors bon, moi je vais peut-être prendre une autre porte d'entrée pour te laisser justement, Régis, le champ libre sur l'analyse de On est gentil quand l'autorité même, hein. judiciaire. Euh, il faut bien prendre conscience que je suis d'accord avec ce que tu disais sur ce qu'est un fait divers. On peut caractériser ça comme un fait divers, mais il va avoir une importance et un rayonnement durable dans le pays comme peu en ont eu. Voilà, c'est quelque chose qui va être extrêmement marquant et structurant. On n'est pas de l'ordre de la petite affaire qui est mise en exergue par une chaîne d'information continue et qui est remplacée par une autre dès le lendemain. Là, on est sur quelque chose qui va façonner la scène du débat public et la scène politique, bien évidemment, pour les mois et les années à venir. La résonance, l'ancrage de cette affaire est extrêmement important. Je pense qu'il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience parce que le déroulé lui-même amène à ça. Le déroulé, c'est on prend connaissance du fait que cette pauvre gamine, à un moment donné, a disparu. Et puis très vite arrive le fait que on voit que dans l'entourage immédiat, eh ben, il y a un suspect qui a des antécédents dont on va découvrir au fur et à mesure qui sont de plus en plus lourds. Et là, on comprend, tout le monde comprend. Je veux dire, nous autres les Français, celui qui, comme moi, n'est qu'un observateur du fonctionnement de l'autorité judiciaire, tout le monde comprend en tirant la couverture qu'il y a des problèmes, qui sont des problèmes à la fois structurels, qui sont des problèmes de fonctionnement et qui relèvent aussi des pratiques des individus, et qu'on n'est donc pas juste sur le coup de malchance et sur le drame qu'on n'aurait pas pu éviter parce que bah, la balle tombe au mauvais endroit au mauvais moment. Ça change le rapport du pays à la situation. Parce que, eh ben, à un moment donné, il y a des responsabilités qu'il va falloir établir. Et donc ça s'est décalé sur le champ politique. En se décalant sur le champ politique, bien évidemment que l'ensemble des oppositions aujourd'hui se saisissent de l'affaire et demandent des comptes. Mais ce qui est fou quand même pour l'observateur et pour le citoyen, c'est que le pouvoir en place, lui-même, en est réduit au rang d'une opposition politique, en train de découvrir les faits d'une certaine manière et de les rejeter et d'en rejeter et de s'extraire de cette responsabilité-là. Alors bien sûr, le garde des Sceaux a été présenté des excuses au journal télévisé. Mais enfin, celui-là a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur, avant de passer à la justice. Le président Macron fait mine de découvrir tout cela. Et donc, tous ces gens-là sont dans le commentaire, eux aussi. Tout ça crée une situation extrêmement durable qui ne peut qu'avoir des conséquences. Voilà, à un moment donné, je crois que cette affaire fait que on ne pourra pas en rester au fait de dire ah ben il va falloir changer les choses, on va essayer d'améliorer tout ce qu'on voit qui reste sans conséquence depuis maintenant des années. Il va falloir un grand coup de balai, un grand coup de balai dans la structuration des choses. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et je te laisse développer ça, Régis. Ce qu'on en voit de l'extérieur, c'est qu'à un moment donné, les gens font pas correctement leur boulot. C'est-à-dire que la structure les aide pas à bien faire le travail, mais eux-mêmes font sans doute pas correctement le travail au regard des prérogatives qui sont celles de chacun dans son champ de compétences. Et ça peut légitimement nous rendre furieux, sans compter et sans parler bien sûr de la douleur de ceux qui sont plus directement concernés. Alors, Régis, juste si je peux me permettre oui, 30 secondes pour te permettre de dérouler ensuite. Pourquoi on en est là? Pour rebondir sur ce que dit François. Parce que ces politiciens qui, ça c'est un principe de la Macronie, sont observateurs de leur propre turpitude et sont toujours dans le commentaire, cela est rendu possible parce qu'il n'y a plus de médias. C'est-à-dire que les médias accueillent les politiciens comme si c'était des observateurs, des simples observateurs comme nous, hein, et ne leur posent pas les questions, ne les mettent pas devant le fait, devant leur responsabilité en disant mais pourquoi vous avez laissé faire ça? Les Français veulent savoir pourquoi, etc., etc. Ils les laissent dérouler leurs éléments de langage. Ça participe aussi parce que des politiciens, bien sûr, c'est la première responsabilité, mais moi je trouve que en tant que co-auteur, la responsabilité d'ailleurs des journalistes est encore plus grande parce que ça fabrique l'excuse et ça vient justifier ce délitement. Et ça me semble particulièrement important à souligner. Voilà, je alors vous cette écoute. responsabilité que tu pointes là sur
les journalistes sur le quatrième pouvoir, on va en parler à propos du lynchage Fedorova. Et comme quoi c'est lié, c'est articulé. Alors, François a entièrement raison sur la dimension de la crise politique directe. C'est une crise politique directe d'un pouvoir qui non seulement je veux dire, ne fait pas ce qu'il devrait, n'assume pas ce que devraient être ses responsabilités, à commencer par la démission du garde des Sceaux, hein, mais laisse filer tout ça comme le rat crevé au fil de l'eau, avec cette particularité, c'est qu'on a affaire à un des piliers de ce système qui est la justice. On parle souvent les forces de l'ordre, l'outil de domination, euh, c'est parfaitement vrai. Hein. On a vu que dans la répression des Gilets jaunes, dans la mise en place de la dystopie Covid, ils étaient aux premières loges. Il n'y avait pas de problème. Hein. Les gendarmes sortaient les hélicos, les trucs pour aller chasser les surfeurs seuls sur une plage ou les randonneurs seuls dans une forêt pendant le confinement. Donc, ils ont été, mais impitoyables. En revanche, faut pas oublier qu'ils n'ont pu l'être comme ça, dans ces deux occurrences-là, que parce qu'ils étaient soutenus par un appareil judiciaire qui est dans une relation qui est pas une relation de soumission, de suggestion. Ce ne sont pas les domestiques directs du pouvoir, ce sont les instruments conscients et volontaires d'une approche de ce que doit être leur mission. Alors, je ne vais pas être très long sur l'affaire du Gers. Euh, Juste clarifier deux, trois petites bricoles juridiques et judiciaires. Le problème en France, ce sont les parquets d'abord. Ce sont les parquets, l'autorité de poursuite, qui sont des magistrats, ce qui est une hérésie française. Bien, qui devraient être de simples fonctionnaires chargés d'être les avocats de la République. Eh bien, ces gens-là, ce sont eux qui gèrent, qui maîtrisent, hein, et qui poursuivent. Ensuite, les juges du siège prennent des décisions euh, également à partir de leur vision politique des choses. Les exemples sont multiples. Ceux qui ont organisé de la façon la plus vive le raid judiciaire contre François Fillon dans le but de faire élire Emmanuel Macron étaient des juges du siège, juges d'instruction, etc., etc. Bon, toujours est-il que je reviens sur le parquet. Le parquet est chargé de cette mise en œuvre et je dois dire que l'actualité nous offre une superbe démonstration de la façon dont ces magistrats opèrent. Euh, ils sont normalement sous la hiérarchie du pouvoir exécutif, mais ils ont une façon qui leur est propre de faire du zèle. Il y a eu et oui, ce que j'ajoute sur le parquet, c'est que les poursuites, ce sont eux qui les gèrent. Là, à propos de cette affaire de plainte de cette personne dont on a entendu le témoignage, qui disait mais je devais téléphoner toutes les semaines, on a fini par me dire qu'on allait me poursuivre pour harcèlement. Euh, j'ai entendu dire, oui, ce sont les gendarmes qui mènent les enquêtes. Non, c'est le parquet qui mène les enquêtes, qui les conduit. Alors après, sur le terrain, ce sont les gendarmes qui font le boulot. Lorsqu'une plainte est déposée entre les mains des forces de l'ordre, elle est immédiatement transmise au parquet, qui lui donne son numéro d'ordre, et tout se passe ensuite sous la responsabilité du parquet. C'est pour ça que quand on met Rima Hassan en prison, en garde à vue, pardon, sans solliciter au préalable, ce qui est une monstruosité inconstitutionnelle, la levée de son immunité parlementaire, c'est sur ordre d'un procureur. Hein, c'est les policiers qui l'ont reçu, qui l'ont mis en garde à vue, qui à ce moment-là ont fouillé son sac et ensuite ont prétendu, parce que la fuite ne pouvait venir que de là, qui ensuite ont prétendu qu'il y avait de la drogue là-dedans, ce qui a été ensuite parfaitement démonté, débunké comme on dit. Toujours est-il que ce rôle des procureurs, on le voit dans un petit exemple que je vais donner. Il y a eu une circulaire qui a été produite par Darmanin, circulaire dans laquelle il dit, voilà, priorité à la prévention et à la défense des enfants. Très bien, dans l'activité judiciaire, c'est parfait.
c'est resté totalement lettre morte. Tous les praticiens qui travaillent sur ces questions savent que ça reste lettre morte. Alors attention, hein, je ne souscris pas aux accusations un peu complotistes sur l'existence partout de réseaux, la gangrène dans la magistrature sur ces questions. Je pense qu'il y a des pédophiles dans la magistrature comme ailleurs, j'ai suffisamment d'exemples, hein, mais là, en l'occurrence, c'est autre chose. Donc, cette circulaire n'a jamais été véritablement respectée. Mais il y en a une autre de circulaire. C'est la circulaire de Monsieur Dupond-Moretti après le 7 octobre 2023 en Israël. Eh bien, cette circulaire qui est scélérate, simplement scélérate, hein, qui a fait de toute critique d'Israël, hein, une infraction d'apologie du terrorisme. Je pèse mes mots en le disant. On doit être à 800 condamnations. Attention, hein, pour les gens qui ont qui soutiennent les Palestiniens, peut-être de façon maladroite dans la formulation, pas une seule poursuite pour apologie du terrorisme contre ceux qui encensent les crimes de guerre, les actes terroristes de l'État israélien, hein, les comportements terroristes des militaires et des civils. Hein. Non, non, ça c'est formidable. Lorsqu'on lance l'opération, les Israéliens lancent l'opération des pagers, qui est une opération terroriste, des pagers explosifs, là qu'ils avaient fait. Madame Elisabeth Lévy vient dire « Ah, c'était réjouissant !» Une opération terroriste faite en violation d'une convention internationale signée par Israël. Ben voyons, qui a tué 1500 personnes, aveuglé des enfants de 5 ans, des civils. Opération purement terroriste. Croyez-vous que un seul procureur français a eu le courage, ou au moins, je veux dire, la conscience, le sens de l'honneur, l'amour-propre, pour poursuivre cette infraction-là? Rien du tout, jamais. Donc ces gens-là, ils ne vont pas appliquer avec diligence la circulaire, qui est une indication, hein, on dit, ce sont des ordres qu'on donne, hein, concernant la prévention des enfants, mais en revanche, quand il s'agit de servir l'État d'Israël, de faire plaisir à Netanyahou, de faire plaisir à Meir Habib, on fonce. Et moyennant quoi, je voyais ce matin, au lendemain de l'annonce dans la presse de l'affaire du Gers, je voyais qu'une étudiante avait été condamnée pour apologie du terrorisme, non, pour antisémitisme, pardon, pour antisémitisme, parce qu'elle avait exclu d'un de ses groupes Instagram, elle doit avoir 18 ou 20 ans, 3 personnes qui soutenaient l'armée israélienne, parce que le tribunal a dit que, par définition, ils appliquent la loi Yadan avant qu'elle soit votée, hein, avant qu'elle soit promulguée, bien évidemment par anticipation. Elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, hein, parce que critiquer le sionisme impliquait de critiquer la judaïté. Ben voyons, surtout n'hésitons pas. Je suis un peu véhément là-dessus parce que c'est insupportable de le vivre. Moi, ça c'est mon quotidien, c'est ce que je pratique, hein, enfin, plus maintenant, mais indirectement aussi, hein, parce que j'ai gardé des liens privilégiés avec le cabinet que j'avais créé et dirigé. Et puis bon, je suis toutes ces questions. Donc, cette affaire, et François a parfaitement raison, elle exprime la dimension politique de cette crise. Alors là, je mets le focus sur les magistrats parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un rapport d'inspection qui dira, comme tous les rapports d'inspection, circuler, il n'y a rien à voir. Il y en a eu un très récemment qui avait été demandé dans une des affaires où Pellico est poursuivi parce que il est présumé également tueur en série, hein, et violeur en série. Quand je dis Pellico, c'est l'affaire des viols de Mazan. Eh bien, et tu parles du mari, du mari de Gisèle Pellico, de la sainte Gisèle Pellico. Mais toujours est-il que et tu parlais des victimes. Tu parlais des victimes, une personne qui a été victime d'une tentative de viol, d'une tentative d'assassinat, qui a sauvé sa vie d'extrême justesse. Tout était là,
l'ADN, tout a été démontré, c'était Pellico. Ah, mais pas de chance. Quand il a fallu transmettre ça aux différents services concernés, ça a été perdu. Le parquet de Meaux n'a jamais rien fait, qui aurait permis d'éviter d'autres choses. Et lorsque il y a eu une pression et des demandes des avocats pour qu'il y ait un rapport d'inspection. Ce rapport a été produit. Il n'a jamais été communiqué aux avocats des victimes. Ah bah, et puis quoi encore? À la presse tout de suite. Et le rapport disait circuler, il n'y a rien à voir. Et il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce que ce dispositif actuel de la justice française est un des piliers du maintien du système Macron au pouvoir. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure de l'aspect est-ce qu'ils vont continuer à soutenir ce système dans la perspective de l'élection qui se profile ou les risques pour cette camarilla et ce gang macronien sont extrêmement importants? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question se pose. En revanche, depuis le début, ils sont là pour soutenir ce système. Ils ont fait élire Macron. Hein, ils ne refusent catégoriquement de poursuivre toutes les affaires de corruption qui frappent ce système. Ils s'acharnent sur les oppositions. Hein, et lorsque le peuple s'énerve un peu, je pense aux gilets jaunes, on lui tombe dessus. Hein, et on demande de faire plaisir à Netanyahou, là, tout le monde se bouscule. Bon, donc, je vais finir par en énerver certains à être aussi affirmatif, mais c'est ma vision et chacun le sait depuis longtemps. Bon, alors, j'en ai terminé. L'affaire n'est pas terminée et je pense que François, euh, ça m'intéresse beaucoup ce que tu as dit quand tu dis c'est une affaire qui va laisser des traces considérables. Moi, qui ai tellement été confronté parfois à des impasses, à des blocages et qui a pu avoir un sentiment d'impuissance, je pense que d'abord que tu as raison et j'espère que tu as raison. Hein, je pense, mais j'espère aussi que tu as raison. Mon cher Didier, mon cher François, maintenant je vous repasse la parole. Euh, Tu as dit tout à l'heure, Didier, que les journalistes avaient une responsabilité particulière. On vient de voir que tous ceux qui sont dans le système du mainstream, on appelle mainstream le système des médias oligarchiques dans ce pays, et je range dedans le service public, ce système vient de se mettre au garde à vous, au coup de sifflet donné par le pouvoir politique, relayé par Jean-Noël Barrot, pour lancer une opération bizarre qui est un lynchage géant d'une journaliste qui était là pourtant depuis un an dans le système Bolloré et qui tout d'un coup est devenue l'ennemi et la personne à abattre. Donc voilà, je vous passe la parole là-dessus. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte déjà le côté complètement moutonnier des journalistes aux ordres. Hein, je veux dire, c'est quand même. Moi, tu disais jamais vu ça. Moi, il y a 37 ans que j'ai commencé à être journaliste, 37 ans, ça commence à faire. J'ai jamais vu ça. Pas un seul ne manque à l'appel. Je vais citer des noms parce que comme ils nous citent tous ces gens pour nous mettre le sceau de l'infamie sur le front, des Plenel, des gens qui par ailleurs raisonnent, des Schneiderman, Apathy, etc., comme un seul homme. France Info, France Télévisions, France 24, le service public dans son ensemble, dans son intégralité, les chaînes privées, toutes les chaînes à l'exception des médias du groupe Bolloré et pour cause, ça a été la curée. On est passé en 72 heures de « Ah, on découvre, c'est une propagandiste du Kremlin ». Comme tu dis, elle était là depuis un an. Et on va voir pourquoi ça s'est déclenché. Quel est l'élément déclencheur? Euh, a-t-elle un titre de séjour? Comment ça marche? 24 heures plus tard, faut-il lui donner un titre de séjour? Puis doit-on lui retirer son titre de séjour? Puis il faut lui retirer son titre de séjour.
pu l'expulser, l'extrader, hein, ça m'a bien fait rire, comme quoi la culture juridique des journalistes et comme économique, elle est proche de zéro. Et donc après, il y a eu la demande, et j'avais dit dès le début que c'est ça qui ferait, par évidemment, Renew, Madame Bénil, Madame Loiseau, qui demande sa tête, hein. Les gens se sont amusés à les mettre côte à côte. C'est vrai que c'est un peu cruel. Je ne parle pas de beauté, mais de ce que leur visage raconte. On avait dit Et pas le physique. Oh, c'est enfin, avec elle, c'est impossible de respecter ça. impossible. Non, parce que c'est pas les traits, c'est ce que racontent les traits, La quoi. laideur intérieure, quoi. Ah. Et donc, évidemment, ils veulent une sanction. Pourquoi ils veulent une sanction européenne? Bah, parce que c'est pas susceptible d'appel, parce que c'est toute la froideur administrative, hein. C'est le Conseil européen de vague, tu vois, ils sont tous comme Barrot, les ministres des Affaires étrangères, ils vont décider de oui, bah, il faut plus qu'elle soit en France. Et puis, c'est aller plus loin. L'infamie suprême, c'est les socialistes, hein. Le cancer de la société française, c'est le socialisme. À mon avis, monsieur Arthur Delaporte et d'autres, hein, ou Sacha Houillet, hein, qui est place publique, saisir le procureur de la République au nom de l'article 40 parce qu'elle n'aurait pas euh, déclaré au sein de la haute autorité pour la transparence de la vie publique son activité de lobbyiste en tant que VRP d'une puissance étrangère venant vendre sa cam et sa vodka. Mais de qui se moque-t-on dans notre pays? Je veux dire, elle est journaliste, elle a travaillé en Angleterre, en Allemagne, elle a monté des chaînes, elle a été cadre, elle intervient en tant que journaliste. On peut ne pas être d'accord. Et je dois dire, on peut ne pas être d'accord à 100% avec ce qu'elle raconte. On peut même dire, mais ce que vous racontez, même si vous êtes russe, c'est le langage de Poutine, ce sont les éléments de langage de Poutine, mais qu'on le dise dans le cadre d'un débat. Quelle est cette affaire où on demande la tête des gens? Moi, toutes les chaînes qui m'insupportent, et Dieu sait qu'il y en a, hein, les médias dont je n'aime pas la ligne éditoriale, qui sont hostiles à nos idées qu'on développe ici, ou qui nous sont hostiles à titre individuel et personnel, hein. Il y a des médias dont Quotidien, par exemple, qui m'a fait en prime time à 20h avec M. Apathy en procureur, un portrait au vitriol avec une photo qu'ils ont trouvée de moi sur le net, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, et vas-y, ils m'ont massacré. Bon, ça m'a rendu populaire, ils se sont plantés, tant pis, mais j'ai pas pu répondre. Je n'étais pas présent. C'est du fascisme. Je répète, c'est du fascisme, c'est du totalitarisme, ce genre de process. Ce qui alors, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est évidemment le fait que Zelensky, l'Ukraine, est en grande difficulté, hein, et surtout que Ksenia Fedorova a sans doute fait le crime de lèse-majesté. C'est là que ça s'est déclenché en disant, mais où va l'argent? Il y a de la corruption, les milliards de l'Europe, et c'est là que c'est déclenché. J'ai bien regardé attentivement, j'ai dit, qu'est-ce qui déclenche d'un coup ce truc-là? Évidemment, c'est ça, puisque là, c'est la corde sensible, c'est le point faible, le talon d'Achille de tout le système. Moi, je dois dire que je suis ulcéré du comportement des journalistes, du silence des agneaux, c'est-à-dire de tous les syndicats professionnels. Pas un n'a ouvert sa bouche, pas un seul intellectuel, philosophe, écrivain, cinéaste, metteur en scène, artiste, chanteur, n'a ouvert sa bouche. Pas une seule voix n'est présente pour contrer, à part les nôtres, hein, je veux dire pour contrer, on est quoi, quelques-uns en France, sur le plan du principe. Sur le plan du principe, parce que, évidemment, moi je connais bien Xenia Fedorova, François aussi, c'est mon ami, j'ai travaillé pour RT France, on a fait avec François des émissions, etc., avant que la chaîne soit supprimée sans fondement juridique par l'Union européenne, par la Commission, pardon, européenne, alors que en droit français, elle avait été inquiétée parce que les gens avaient porté plainte, etc., sur une séquence qui avait été mal traduite, soi-disant. Comme c'est d'usage, le CSA a été saisi, est allé chercher un conseiller d'État qui a instruit l'affaire de manière contradictoire et plutôt à charge, et la chaîne a été blanchie. Elle respectait parfaitement et entièrement tous les points de sa convention.
Et ça n'a pas été dit, ça a été raconté d'une manière fallacieuse par France Info, qui a dit la chaîne a été supprimée parce qu'elle était pro-Poutine. Non, 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 la chaîne, elle n'a pas été supprimée pour ça en France. Elle a été d'abord pas supprimée en France, mais sur l'ensemble de l'Union européenne, par une décision arbitraire proposée par la Commission européenne à la décision du Conseil européen. Sur la base de quoi? De rien. Sur la base de rien. Sur aucun élément juridique. Comme le premier tour de comment il s'appelle, Georgescu, Călin Georgescu en Roumanie, le type a été viré, etc. Pourquoi? Parce que sur TikTok, il y a eu des algorithmes qui ont favorisé On ne le sait pas en fait, on ne sait rien de tout ça. Donc on est bien en face d'une justice administrative arbitraire, non susceptible d'appel, et le vrai pouvoir, et c'est ça qu'on a dit aussi dans le premier, même si ce sont des magistrats du siège, le premier thème, finalement, ce sont des décisions politiques et administratives, comme dans tous les régimes totalitaires. Alors en France, les gens nous disent, mais vous avez de la chance d'être en démocratie. Évidemment, la France, c'est un régime, un pays extrêmement sophistiqué. Quand on voit les institutions léguées par Napoléon, quand on voit la sophistication de notre système, de notre droit, de tout notre corpus, évidemment, les choses sont faites dans les règles de l'art. C'est-à-dire que facialement, tout est respecté et j'allais dire consacré par l'Union européenne, d'où le DSA. On ne peut pas voir ce qu'il y a derrière, mais voilà. Donc, c'est pas fait avec le général Tapioca qui ferait des coups d'État, c'est fait d'une manière très subtile, très sophistiquée, pour que ça donne l'impression d'une décision démocratique pour les intérêts supérieurs de la Non, mais nation. attends, Moi, là, ce qui me dégoûte profondément, ce sont les journalistes. Là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça me dégoûte. non, mais le problème, c'est que là, c'est pas, enfin, c'est une pulsion totalitaire. C'est pas quand tu dis on respecte la forme, c'est sophistiqué. Non, non, là, c'est carrément brutal. Oui, non, mais on respecte la forme parce que ce que je veux dire par là, c'est pas casse-toi, c'est on va saisir le procureur pour l'article 40 ou on va saisir on va faire des sanctions Ouais, européennes. mais Je si dis que tu veux, c'est facialement, des petits crétins du PS et ça sera ou de fait, place publique. Non, mais ça, c'est pour ça sera expliqué. exister. Non C'est mais pour exister, ça. La d'accord, Régis. décision. Tu sais, moi, il Non y a mais un attends, juste pour argument. finir là-dessus, ça sera fait d'une manière arbitraire et irrationnelle avec une pulsion fasciste, évidemment, mais ce sera habillé, comme le Conseil d'État sait parfaitement le faire, par tout une espèce de verbiage juridique en disant les intérêts supérieurs de l'État et de l'Europe dans un pays alors qu'on n'est pas en guerre, etc. Je suis pas Ça trop sera d'accord habillé. là, si tu veux. Bon, C'est la caractéristique, y compris de ce qui s'est passé avec la guerre contre l'Iran, avec ce que fait et revendique, assume Israël, les horreurs au Moyen-Orient et ce qui se passe chez nous, c'est que désormais ce fascisme déjà là est non seulement assumé mais revendiqué. Je voyais une conférence chez quelqu'un. Alors c'est un taré mental américain suprémaciste, etc., qui est venu faire une conférence dans un appartement ou une maison privée, etc. C'était avec des gens invités, c'était pas du tout un espace public. J'ai vu les flics rentrer en disant voilà, interdiction de cette réunion chez vous, hein, décision du préfet. Mais pardon, attends, c'est pas un espace public, il n'y a pas d'ordre public oui, mais à tu vois, quand tu préserver. dis Non, Israël non, mais avance, ça, etc., ils sont décomplexés, il n'y a pas de oui. forme, c'est du Si, fascisme non, alors attends, assumé. il y a quand même une forme, parce qu'on nous dit toujours, alors je prends quelques exemples très rapides, ils nous disent pas, on va zigouiller les gens en Palestine parce qu'on est suprémaciste et qu'on veut pas d'arabes et de musulmans. Mais Et c'est si, pour ils ça. le disent. Non, non, ils disent pas ça. Mais Ils disent, si, mais si. non, Bah, attends, attends, sur toutes laisse-moi les finir. chaînes de télé israéliennes, ils Ils le disent, disent. non, mais Tous en les France, enfants, tuer les enfants, ça me fait plaisir. En France, je te parle en France et en Europe, ils disent pas ça.
Ils disent ce sont des victimes collatérales, ce sont des boucliers humains, ils mettent les enfants, et dessous, il y a des gens du Hamas parce que c'est des tunnels, vous vous laissez abuser par... Ils Non, disent non, pas non, on non, tue non, les non, enfants parce que non, ça nous non, fait je suis pas jouir. d'accord, Didier, je suis pas d'accord. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, Oui, ce sont les modérés. dans Ça, la ce sont les motivation, oui. modérés. Je dis non. L'ambassadeur d'Israël qui, lui, ne fait pas de propagande chez nous, hein, et tous les gens qui le soutiennent, les Enthoven et compagnie, hein, mais tu as une chaîne qui s'appelle I24, Je la connais très bien. où les Oui. mecs, et c'est une chaîne qui est autorisée à émettre en France, etc., qui vient et qui dit ça. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une revendication, c'est-à-dire que tu n'auras personne dans ce qui vient de se produire pour Fedorova, tu n'auras personne qui va venir déplorer en dehors, en dehors de nous, des gens qui assez nombreux et faut le dire, de Bolloré qui refuse de céder à cette pression, mais en dehors de ça, des gens qui... Alors, il y a ceux qui travaillent à la commande, il y a ceux qui l'ont toujours fait comme ça. Quand tu vois un article signé d'Ariane Chemin et une intervention de Plenel, t'as compris. T'as compris que l'ordre vient de l'anglais aux États-Unis, puis c'est tout. Hein. Alors, plus indirectement, peut-être pour Ariane Chemin. Alors, sur la raison, tu dis, toi, c'est la dénonciation, le facteur déclenchant, là, c'est l'article sur la corruption. Hein, quand tu vois que Retailleau et Philippe se sont précipités à Kiev, moi le dis et je le répète, pour chercher du fric, de rétrocommission pour la campagne électorale, parce que c'est une blanchisseuse, l'Ukraine, tout le monde le sait. Hein, ou bien est-ce que c'est pour aggraver la situation, mettre en avant le bellicisme dans la perspective de la présidentielle pour se servir éventuellement de ce levier, mais on en reparlera. Qu'est-ce que tu en penses, François? Bon, c'est un peu tout ça, mes capitaines. Et pour faire comme tout à l'heure, moi, je vais reprendre l'angle politique parce que de la même manière que j'ai pas tes compétences, Régis, sur la connaissance de l'autorité judiciaire, j'ai pas celle de Didier sur celle du monde médiatique. Moi, je crois qu'il faut partir de deux choses. D'abord, juste une remarque préalable. Ce à quoi on assiste, par contre, comme phénomène, moi, ces gens m'ont bien fait marrer, là, quand ils se sont tous saisis du bouquin sur la France insoumise qui s'appelait La Meute. Mais eux, il y a pas plus, il y a pas meilleur terme comme descriptif que ce qu'ils font, que le fait de chasser en meute, là, hein. C'est vraiment très exactement ça. Et ils n'ont rien à envier à tous ceux qui sont en train de d'écrire chez LFI. C'est quand même assez cocasse. Je referme cette parenthèse. Moi, je crois qu'il y a trois aspects. La première, c'est il faut avoir conscience de la pente. Et la pente, il n'y a pas besoin de 50 000 points pour tracer une pente. C'est le prof de maths qui vous le dit. On trace une droite avec 2 points. Je prends les 2 points. Le premier point, la fermeture de RT. Didier l'a évoqué, je n'y reviens pas. Mais a priori, l'Arcom avait été saisi sur 2 points dans les mois qui avaient précédé. Sur les 2 points, il y en a un pour lequel le RT avait été blanchi. Je m'étais intéressé à l'affaire sur le moment. Le deuxième, sur lequel il y avait une faute qui avait été reprochée à RT, mais qui était une faute mineure je sais pas, de Traduction. production. Voilà, bon, en tout cas, rien qui ne permettait de justifier la fermeture de la chaîne. Mais le pouvoir a décidé, en se retranchant bien sûr derrière l'Union européenne, derrière la Commission européenne, de faire fermer un média. Et d'ailleurs, notons qu'à ce moment-là, bien peu de gens sont montés au créneau, alors que chacun devrait savoir, au regard de l'histoire, et que si on commence par l'un de ces médias, eh ben, bien sûr, d'autres seront dans le viseur, ce qui a été le cas, bien évidemment, par la suite. Le premier point, il est là, la fermeture d'un média. Et le deuxième point, c'est que non seulement c'est le média qui est fermé, mais c'est que celle qui en était la directrice et qui donc, quelques mois plus tard, se retrouve à exprimer des opinions sur des plateaux télévisés ou radio, est prise directement, individuellement pour cible. Autrement dit, c'est le passage de la fermeture de la liberté d'expression de manière structurelle à la liberté, à la fin de la liberté d'expression de manière individuelle. Ça trace une pente. C'est aussi une évolution. C'est une radicalisation de la part du pouvoir dans la manière de se comporter. Il faut l'avoir en tête. Premier point. Deuxième point, je crois que ça rejoint en partie ce que dit Régis. Le pouvoir se prépare aux élections à venir
aux élections, au parcours électoral et au parcours aussi peut-être post-électoral. Et pour ça, ben, ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'on a Monsieur Macron sous le nez et on a vu comment il nous a vendu dans un premier temps la guerre extérieure, la menace. Je vous rappelle que par exemple en 2022, le saut qualitatif dans les sondages de Macron n'intervient qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il prend quasiment 10 points dans les sondages à ce moment-là. Et parce que lui s'est positionné à ce moment-là comme chef de guerre, qu'il a refusé la campagne et qu'il n'a fait la campagne que sur ce point. Sauf qu'aujourd'hui, la guerre extérieure, ce que montrent les derniers mois, tant du point de vue de l'Ukraine, l'envoi des troupes au sol, blablabli, blablabla, la coordination des volontaires, la coordination dans le détroit d'Ormuz en pirogue avec les Britanniques ou je sais pas quoi. Bon, il y a, la France n'est pas capable, la France de Macron n'est pas capable de mener une guerre extérieure. Autrement dit, cet argument aujourd'hui n'est plus recevable devant les Français parce que Macron a fait la preuve de son incapacité à se poser sur une guerre extérieure comme un élément majeur sur une guerre extérieure. Mais l'élément de la guerre intérieure, lui, a été testé. Il a été testé au moment des Gilets jaunes. Et dans ce cas-là, c'est un ennemi intérieur qui avait été déclaré de la même manière qu'il a quasiment été déclaré aussi au moment du Covid. Et bah, Macron et le pouvoir en place a bien vu que cette méthode nécessitait là aussi d'aller dans un extrême de radicalisation. Est-ce qu'ils sont capables d'y retourner? Ils pensent que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Et donc l'alternative, et d'une certaine manière le mix entre les deux, c'est de trouver un ennemi à l'intérieur qui est un ennemi extérieur. Xenia Fedorova est tombée à point pour ça. Voilà, elle est à l'intérieur, mais c'est une représentante de la puissance étrangère et finalement c'est la cinquième colonne qui est sur notre sol. C'est ça qui est en train de se jouer, c'est ce troisième aspect pour se créer un ennemi qui est aujourd'hui testé. Dernier point sur mon analyse sur ce point, tout ça nous dit beaucoup sur la projection de la présidentielle à venir. Là où je suis d'accord avec Didier, c'est que si on examine bien les choses, là encore, il faut voir ce qui arrive à percer dans l'opinion, et ce qui perce dans l'opinion est un signal d'alerte pour le pouvoir. Ce qui a percé dans l'opinion, c'est certes les articles sur la corruption, mais plus encore le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine qui a été débloqué et qui était concomitant de ça. Et je sais pas vous, mais moi, les gens autour de moi, qui sont... alors, il y a des gens qui sont engagés et qui avaient un problème avec ce prêt de 90 milliards d'euros, et puis il y a un peu tout le monde qui, franchement, l'a pas digéré. Voilà. Parce que on est en train de nous passer la corde au cou d'un point de vue économique. On voit que des choix non rationnels sont effectués. Et donc, ben, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, ce prêt de 90 milliards d'euros. Ça a infusé dans l'opinion. Et le pouvoir a bien senti qu'il allait devoir établir un contre-feu là-dedans. Donc ce que ça nous dit sur la suite aussi, et sur la projection vers la campagne présidentielle, c'est qu'il n'y a qu'un seul camp, finalement, qui là est en train de s'exprimer et qui est en train d'occuper quasiment l'ensemble de la scène du débat public. C'est le camp de la bien-pensance européiste, bruxelloise, et celle qui fait que il n'y a qu'une perspective pour la suite qui est le soutien, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, sans qu'il puisse être remis en question d'une manière ou d'une autre, qu'il puisse être réfléchi à l'Ukraine. Ça veut dire qu'il y a aussi une disparition, parce qu'on les entend pas, et ça je suis d'accord avec Didier, une disparition du camp des géopolitiques réalistes. Ça existe, ça c'est un camp à part entière sur la scène internationale, mais en France cela, ben on les entend pas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que derrière ce que dit Xenia Fedorova, moi je pense que la question du rapport à la Russie doit aujourd'hui être posée au regard de la situation en Iran, mais d'une manière générale, au regard de la projection post-crise et post-guerre en Ukraine et de la compétitivité, de la concurrence qui va s'installer avec les autres espaces sur la scène géopolitique internationale, mais aussi au sein de l'Union européenne, et je pense en particulier à l'Allemagne, qui sera bien plus avisée et bien plus rapide que nous, parce qu'elle a déjà commencé, à redéployer ses forces et à virer Kazakh vis-à-vis de la Russie quand nous, on sera dans une position morale, dans une posture qui va nous incapaciter pour la suite. Donc ce que je dis donc, c'est que cette affaire, elle, par rapport à la présidentielle, elle montre finalement qu'on essaie de nous montrer un camp monolithique pour l'élection présidentielle et que, à travers Xenia Fedorova et à travers cette attaque en meute qui est menée, eh bien, on voudrait que le débat ne puisse pas s'exprimer à l'occasion de la présidentielle. Il pourra d'autant moins s'exprimer que ceux qui devraient faire contrepoint par rapport à ça pour au moins ouvrir la discussion ne le font pas aujourd'hui.
Alors, En, com- en je- complément, Régis, si tu permets, oui, euh, vas-y. quelques mots. Euh, Effectivement, on voit, c'est très important, la suite, ce que vient de développer François. On voit la Russie aujourd'hui, qui c'est un peu la dérive des continents, si j'ose dire, qui fait cavalier seul et qu'on aura de plus en plus de mal à rattraper. C'est-à-dire le tropisme européen naturel et culturel, j'allais dire, de la Russie, eh bien, avec, à la faveur de la guerre, de l'invasion, de l'opération spéciale, appelons-la comme on veut selon le camp et le tropisme, c'est plus du tout ça. En fait, maintenant, la Russie a développé un système financier qui marche très bien, du commerce avec la Chine, de l'agriculture avec la Chine, de l'industrie. Elle a une industrie de guerre maintenant qui fonctionne à plein tube, même s'il y a un peu, non pas de la récession, mais un tassement de son économie, évidemment, parce qu'elle fabrique beaucoup pour la guerre. C'est pas vraiment la guerre. Il y a aussi une erreur dans l'analyse qu'on fait en France. Ils sont pas en guerre, les Russes. Ils sont dans le juste avant le stade de la guerre. Ils sont dans une opération spéciale. Ils ont pas parce que la guerre, évidemment, il y a beaucoup de risques pour tout le monde, pour nous, pour eux, pour le monde entier. Personne n'y a intérêt aujourd'hui. Donc, c'est jusqu'où on peut aller trop loin dans cette espèce d'attrition et de guerre, de conflit d'usure qui n'est pas véritablement une guerre. Mais une fois qu'on a dit ça, le système financier avec une alternative à American Express, les cartes bleues, etc., Swift, Swift, le système, toute l'agriculture, l'industrie et, ça ne nous a pas échappé, depuis 2 jours, le forum à Saint-Pétersbourg économique, qui est quand même une plaque tournante mondiale de l'économie. Quand on voit toutes les personnes qui y sont, la Suisse qui est de moins en moins neutre, qui y est, l'Allemagne, effectivement, qui sortira ses marrons du feu tout en faisant une armée bien plus puissante que la nôtre, on va se retrouver, nous, pris dans les deux mâchoires de l'étau, d'un côté les BRICS, de l'autre les États-Unis, alors qu'on a complètement démantelé notre filière nucléaire, notamment tout ce qui est l'énergie. Donc on va acheter très cher, 4 à 5 fois le prix du gaz russe, on va l'acheter. Alors en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est un hub. Donc on achète le gaz russe, puisqu'on est le hub européen le plus important, qu'on peut le raffiner. Donc matériellement, on monte dans le gaz russe, même si. Bon, et on va acheter du gaz de schiste américain dégueulasse. Donc, on a perdu sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan énergétique, sur le plan militaire, nous sommes des nains et nous sommes dans une économie en récession. Si on continue sur cette perspective, dans 5 ans, la facture pour les Français, elle va être telle, le pays n'existera plus. Le pays n'existe plus. Et ce n'est pas les pitreries de Choose France que de l'habillage par Ernst Young. En fait, hein, c'est de la consolidation, mais des carottes, des navets, de l'investissement à venir, des locaux, etc. Ça ne crée aucun emploi. Ça va créer 15 000 emplois à terme très rapidement qui vont être disloqués. Ça va en supprimer 1 million sans aucune industrie, puisqu'en fait, c'est des data centers et des hangars. Donc voilà, en fait, en plus, on a fait des choix dans le service. Le service, c'est pour les gens riches. Nous n'avons plus les moyens de nous offrir du service. On n'est pas bon dans le service, puisque Non, mais attends, l'intelligence, Didier, voilà. là, non, mais si tu Non, mais veux, c'est ça la projection non, qu'il faut voir. non, attends, ce que je veux dire, c'est que euh, le, le- les Français le savent. C'est-à-dire que il y a 20% de gens qui continuent à soutenir ce système, hein, un peu moins, un peu plus, mais Ça bouge pas, ça. le problème, c'est que François a raison quand il vient dire, ça m'avait un peu échappé le coût des 90 milliards d'euros. Les Français l'ont là. Hein. Depuis 10 ou 20 ans, un Français sur 5 ne fait pas 3 repas par jour. Là, avec ce qui est en train de se profiler, avec la crise d'Ormuz, etc., on va passer à 2 Français sur 5 C'est qui ne... exactement ce que je te dis, Hein? évidemment. Attends, ça c'est une réalité objective. Mais ça, les Français savent qui en sont les responsables. Ils le savent.
qui sont les responsables de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle, parce que ce que disait François, c'est là-dessus que je réagissais, c'est que pour l'instant, le système occupe la totalité de l'espace, mais qui est l'espace médiatique, parce que dans l'affaire Fedorova, je ne sais pas si l'opinion a marché. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, dans l'écosystème réseau, elle a été bien soutenue quand même. Et puis surtout, il y a un des plutocrates ou oligarques, capitaines d'industrie du système qui dit: je vous emmerde. Hein. Donc c'est quand même impressionnant. Cela étant, cette pulsion totalitaire, euh, où j'insiste, hein, c'est revendiquer aujourd'hui le fait de la transgression de la loi, tous les renversements de jurisprudence qui permettent du Conseil d'État qui permettent de censurer. Hein, je pense à Dieudonné là, mais Dieudonné, c'est un symptôme. Hein. Euh, Regarde deux décisions totalement fascistes qui s'appellent Jacques Beau et Xavier Moreau. Surtout pas de débat, rien du tout, etc. Donc, il y a ce régime est en voie de fascisation. Et donc, je me pose, enfin, non, il a des pulsions, hein, mais je me pose la question, et je la pose à François, sur justement, euh, avec ce que tu décris de la réalité économique, géostratégique, politique de ce pays au sens large, euh, qu'est-ce qui va se passer? On est à une échéance proche. Quand François, tu dis l'Allemagne, pour l'instant, ils ont Monsieur Merz et Monsieur Pistorius qui disent on refait Barbarossa dès qu'on a 5 minutes. Hein, la phrase de Pistorius, c'est nous sommes non, 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 il dit pas nous sommes, il dit la Russie est de nouveau un ennemi. Comme le 21 juin 1941, la veille de Barbarossa, quand Merz dit les Russes sont des barbares, mais le petit-fils d'un dirigeant nazi ferait bien de fermer sa gueule. Bon, il la ferme pas. Donc, ces gens-là, comme Starmer d'ailleurs, tu parlais de la coalition des volontaires, hein, ils ont des échéances électorales qui arrivent et ils sont très mal. Nous, on en a une énorme. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont truquer l'élection? Ils vont la reporter? Hein? Que raconte le fait que Macron ne veuille pas fixer la date de l'élection? Est-ce que c'est parce qu'il est en train de se préparer à un report après avoir dit que Zelensky était formidable de ne pas avoir fait d'élection alors que son mandat était échu depuis 2 ans, hein? Ou bien est-ce que il ne veut pas donner la date parce que ça enclencherait une mécanique électorale qui montrerait que le roi est complètement à poil? Bon, je sais pas. Hein. Est-ce qu'ils veulent reporter? Est-ce qu'ils veulent essayer de truquer? Et est-ce que c'est parce que c'est l'un ou l'autre, hein? Il n'y a pas de troisième voie. Donc, sachant que s'il y a un changement, c'est terrible pour eux parce que la reddition des comptes, elle aura lieu. Et à ce moment-là, tous ceux qui les ont soutenus, hop, hein, pour se retaper, passeront de l'autre côté. Donc, est-ce que euh, cette alternative bénéficiera d'une acceptabilité sociale? C'est-à-dire que est-ce que si on vient dire aux Français au mois de septembre-octobre, bon, bah écoutez, on va pas pouvoir parce que il y a la guerre aux portes, on aura fait un false flag, un faux drapeau ici, on aura dit qu'il y a eu un bombardement de Rechnik sur les Pays-Bas parce que les Russes commence un peu à perdre patience, hein, est-ce que les Français l'accepteraient? Ou bien est-ce que ça pourrait dégénérer? Voilà, c'est ça le sens de ma question. Qu'est-ce que il peut se produire maintenant face à cette échéance? C'est la présidentielle avec le président sortant qui peut pas se représenter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pardon? Ouais, moi, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, je pense que l'alternative de la peur et du danger de la guerre extérieure, c'est une carte que la France ne peut plus jouer, que Macron ne peut plus jouer. De la crise intérieure et de la guerre civile intérieure, il ne peut plus la jouer non plus. Donc c'est pour ça qu'il en est réduit à faire l'épisode Federova. Donc ça montre d'une certaine manière qu'il n'a plus le rapport de force pour imposer la première éventualité que tu mets sur la table, qui est celle de dire
bon, ben, je vais passer en force, je vais reporter l'élection pour telle ou telle raison. Moi, je la mets de côté, celle-ci. Je pense qu'il n'a pas le rapport de force sur la scène politique, il n'a pas le rapport de force sur la scène internationale, il n'a pas le rapport de force vis-à-vis des corps constitués dans ce pays. Je pense que le roi est déjà nu et il le sait, ça, il ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il doit être tenté de faire? Il doit être tenter de s'en sortir du mieux possible, de préserver le maximum de capital pour la suite, soit pour prendre la suite ailleurs dans d'autres cadres institutionnels, soit pour prendre la suite en 2032 ou plus tard dans l'avenir. Et non seulement il doit soigner sa sortie, mais il doit faire en sorte qu'il y ait une survivance de son pouvoir qui est un pouvoir finalement très 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 gazeux, qui n'a pas de matérialité, qui est une survivance de ce pouvoir en 2027. Je crois que c'est pour ça qu'il ne donne pas la date de l'élection, parce que donner la date de l'élection, c'est donner une matérialité à l'élection. C'est dire que la campagne finalement allait commencer et c'est dire que lui, d'une certaine manière aussi, Macron n'existe plus. Donc moi je crois que la vraie raison politique, c'est celle-là. Et en retardant cette entrée dans l'élection, eh ben finalement, il essaie d'imposer l'un des trois, enfin le seul scénario qui lui conviendrait parmi les trois scénarios qui sont possibles à mon sens pour 2027 et je vous les décrire très rapidement. Le premier, c'est le maintien du cadre de la tripartition. Et ça, pour le coup, il a des complices objectifs là-dedans. C'est que les trois membres de la tripartition, euh, le RN d'un côté, Mélenchon de l'autre, et le bloc central en troisième, sont complices du fait de vouloir reverrouiller l'élection. Et d'une certaine manière, on ne peut pas leur en vouloir. On comprend qu'ils soient dans cette démarche et qu'ils essaient de faire ça. Mais quand Mélenchon dit, moi, je ne débattrai avec personne d'autre qu'avec Bardella ou le représentant du bloc central, Édouard Philippe, bah, dans ce cas-là, il reste sur la tripartition. Quand Marine Le Pen est en train de dire ah mais mon adversaire privilégié c'est Édouard Philippe et pas Jean-Luc Mélenchon, elle reste et elle essaie de verrouiller la tripartition. Et quand Macron fait ce qu'il est en train de faire, mais que ses comparses, qu'ils s'appellent Philippe, Attal ou Darmanin font ce qu'ils font, il verrouille la tripartition. Je rappelle qu'en janvier 2022, 3 mois avant l'élection, 82% des Français refusaient de voir rejouer en 2022 le même match qu'en 2017 le match à 3, Le Pen, Mélenchon, Macron. Pourtant, on a réussi à le leur imposer. Bon, ben moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il y aura au moins 82% des Français dans quelques mois qui refuseront à nouveau le principe de la tripartition. Mais la stratégie de Macron, c'est d'aller vers la tripartition. Pourquoi veut-il le faire? Parce qu'il y a d'autres alternatives. Il y a ceux qui disent, ah ben finalement on va bousculer un petit peu le jeu en étant les faiseurs de roi. Vous avez vu que c'est le truc à la mode en politique aujourd'hui. Ils se voient tous en faiseurs de roi et donc leur nouvelle référence politique c'est Bayrou 2017. Parce que Bayrou en 2017, quand il a commencé à soutenir Macron, eh ben, on dit qu'il a fait basculer l'élection. Écoutez, si la perspective et si le summum pour tous ces gens-là, c'est d'être les Bayrou de 2027, grand bien leur face. Voilà. Mais tous ces gens qui pensent la politique comme des faiseurs de rois, moi je pense que nous devons nous en méfier au plus haut point. Je vous le dis, hein, regardez bien la scène politique, ils sont nombreux à faire ça. Et le troisième scénario, qui est surtout celui que veut éviter Macron, mais que veulent éviter pareillement le RN et Mélenchon, c'est celui d'une irruption. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura dans cette élection présidentielle une irruption et qu'il y aura un quatrième candidat ou une quatrième candidate qui va venir se mêler à la discussion. Je dis qu'il y en aura un ou une, il n'y en aura pas deux. Hein. Il n'y aura pas la place pour deux, parce qu'arriver à briser tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, ce verrouillage médiatico-politique, on arrivera à le faire avec un ou une perce-muraille et à un moment donné, il faudra lui donner de la force. Ben, c'est ce scénario-là qu'ils essaient d'éviter et c'est ce scénario-là qu'il faut, à mon sens, pousser si on veut que les cartes soient un petit peu rebattues et que les Français puissent avoir une nouvelle offre électorale enfin. Mais alors sur la tripartition, je poursuis euh, mon interrogatoire. Sur la tripartition, je trouve que c'est séduisant, mais le problème c'est qu'ils ont les moyens. Effectivement, alors je reviens à l'hypothèse trucage. Hein. Je suis en train de travailler sur un texte assez long hein, concernant la mécanique de l'élection. Hein. Il y a plein de règles, il y a des moments, des processus. Par exemple, le fait de pas signer de pas fixer la date et ton explication est la bonne. J'hésitais hein, entre les deux, soit report, soit
me faire fatalement sortir du jeu, je pense que c'est la bonne explication. Donc, juste un petit détail, qui est-ce qui organise les élections? C'est les communes. Ce sont les communes, pardon. Les communes, c'est une compétence, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, ça se fait longtemps à l'avance, il y a tout un tas de mesures à prendre, et ensuite, bon, bureau de vote par bureau de vote. Donc là, aujourd'hui, pour une élection de cette importance, les budgets, il faudrait d'ores et déjà se mettre au boulot. C'est pour ça que les échéances électorales sont naturellement bien fixées à l'avance. Personne ne va venir dire, je pense en particulier à Monsieur Isnard, hein, le président de l'AMF, qui pourrait, il serait à sa place s'il le faisait, hein, qui pourrait faire une remarque, parce que on est là avec on est quasiment en septembre là maintenant, hein, je veux dire l'été arrive à une dizaine de jours, hein, et hop les vacances d'été. Alors plein de gens pourront pas partir en vacances, c'est pas pour ça qu'il se passera des trucs. Donc c'est quand même une situation assez invraisemblable. Alors ma question c'est dans ce maintien de la tripartition, est-ce qu'on pourrait aller, parce que actuellement, Philippe, Attal, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a tous les Darmanin. Darmanin, Qui est-ce qui tire les ficelles en ce moment? Qui est-ce qui sort des sondages pour pas Cazeneuve, que ça se etc. finisse? Ils sont Hollande qui continue. Il a fait un communiqué sur l'affaire du Gers. Non mais je rêve la limace là. Et donc, est-ce qu'il y aurait pas donc à ce moment-là l'hypothèse de sortir quelqu'un au mois d'octobre en disant vous avez vu c'est le bazar, avec un grand risque puisque les deux candidats Mélenchon, Le Pen, euh, eux vont être à des hauteurs qui seront conséquentes. Et derrière, c'est toujours le problème de cette règle des deux premiers arrivés. Je veux dire, ceux du camp de l'extrême centre risquent d'être trop bas et on va se retrouver avec un deuxième tour Je te Mélenchon-Le réponds Pen là-dessus. ou Bardella. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas à ce Régis, moment-là une tentative pour nous mettre le Castex voilà. Non, mais je te réponds et je réponds aux deux. Enfin, j'apporte ma petite pierre. Je souscris complètement à l'analyse de François et je dirais, et à la tienne aussi, Régis, je dirais que il y a eu un élément pour ça. C'est un article du Monde très important dans lequel, euh, je ne sais plus qui l'avait écrit, enfin, il était dit que l'entourage de Macron disait, ah bah vous avez vu quand même le président, c'est autre chose, hein. C'est le seul qui est à la hauteur des enjeux. Bon, là, ils n'ont pas cité des noms, mais ils disent, bon, tous ceux même qui étaient avec lui, ils sont pas à la hauteur, quoi. C'est pauvre. Bon, voilà. Donc, ça voudrait dire, si on regarde la Il n'y a tripartite, que ça, Didier, c'était ça l'expression. Il n'y a que voilà, ça. il n'y a que ça. Voilà, exactement. Et donc, c'est là où ça prend toute sa saveur et tout son sel, c'est que tout s'éclaire d'un coup. C'est-à-dire que le fait de ne pas donner la date, le fait de sortir du chapeau un Castex, ça peut être quelqu'un, peut-être dans la tête de François, qui peut renverser la table, c'est toujours possible, ou quelqu'un justement qui renverse rien du tout et qui va temporiser pour 2032 en disant ben voilà, bon, il est skidé, mais au moins il est sérieux. On a besoin de quelqu'un de sérieux dans la période très difficile que nous allons traverser avec des ennemis, de la guerre informationnelle, un vrai serviteur de l'État. Et pendant ce temps, c'est pour ça qu'il a tout verrouillé, Macron, d'abord pour penser à lui à titre personnel, et là, évidemment, si c'est pas Régis qui va me contredire, si son statut le protège en tant que président de la République, quand il ne sera plus, les magistrats voudront peut-être reprendre leur revanche et lui chercher des poux et déclencher des affaires. Ils sont spécialistes de ça, les magistrats. Et donc là, en verrouillant tout, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'ARCOM, de la Banque de France, tout ce qui est possible, la Commission européenne est imaginable, il se jalonne, il se, il se, il se fait un chemin pour 2032 assez sécurisé et le Castex de service serait parfaitement dans ce truc-là pour le retour de M. Macron. Dans la politique fiction, mais pas trop, parce que finalement, on voit bien que le tripartisme tel qu'il est défendu par tout le monde, avec un Rassemblement national qui s'est complètement institutionnalisé, et avec Bardella, on voit bien vers quoi il va Bardella, y compris sur le recul de l'âge de la retraite, où finalement il fait de l'Édouard Philippe, il fait
du Macron. Et voilà, à mon avis, quel est le sens profond de ça, avec, il faut jamais oublier, avec Monsieur Macron, qui est un bon politique hein, quand même, qui a toujours la part d'opportunisme, c'est-à-dire, aujourd'hui, il n'en a pas les moyens, hein, soyons clairs, mais un article 16, un état d'exception, c'est toujours dans les tuyaux, on ne sait jamais. Il s'est présenté comme le seul recours possible, avec la seule hauteur de vue, le seul gars sérieux qui connaît bien les rouages internationaux, qui a pesé dans le monde, même si c'est pas vrai, mais voilà, c'est comme ça qu'il se présente, qui a une vision pour l'armée, qui se fait filmer dans une super production hollywoodienne à l'île Longue, etc. L'homme du recours. Et ça, à mon avis, c'est ça qu'ils sont en train de jouer. Donc le pourrissement sert M. Macron et je suis sûr qu'il se prononcera pour personne, hein, Macron. Il dira pas, moi je vote Philippe, ou il dira rien. Vous verrez. Alors, je vais te repasser la parole, François, en mettant un, un bémol ou un point de désaccord concernant l'état profond. J'utilise le terme parce qu'il est tellement pratique, hein. Bon, donc, et en prenant le petit exemple, nomination Macronerie, nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, nomination de Marc Guillaume au Conseil d'État, c'est pas une macronerie. C'est-à-dire que ils, beaucoup savent la haine que ce type suscite, l'envie d'une majorité de la population d'en faire des lanières. Hein. Le jour où ce mec sera foutu en tôle, parce que je pense qu'il est tout à fait possible qu'il y finisse, mais ça va être une clameur de joie. Bon, donc bien plus importante que celle qui concerne Sarkozy. Donc, le problème là, c'est que y en a qui veulent se garer hein, un petit peu préserver leur niche. Hein. Marc Guillaume, c'est plutôt la partie de l'État profond classique hein, qui a réussi à imposer son candidat, et je dirais plutôt que Macron n'a pas pu ne pas le nommer. Bon, alors tout ça, c'est compliqué, c'est des contradictions. Hein. Donc, concernant cette échéance extrêmement importante. François, est-ce que tu penses que ce coup qui consisterait à faire émerger un candidat puisse être gagné? Moi, je mets là à nouveau, je fais une remarque, c'est que la procédure, elle peut être truquée. C'est pas très compliqué. Hein, c'est pas très compliqué. Il y a pas, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail là, hein, mais sur qui fait la liste des candidats, le Conseil constitutionnel, quels sont les éléments qui permettent d'écarter les candidats gênants. Ensuite, il y a la question de la totalisation dans un monde qui va assez vite en matière de numérisation, la totalisation des résultats, où est-ce qu'on peut effectivement trafiquer une élection et lui faire perdre son statut d'élection sincère. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution qui gagnerait? Parce que on peut peut-être prendre nos responsabilités et de dire ils n'y arriveront pas. Hein. Moi, c'est un petit peu ce que je pense. Ben écoute, moi je te rejoins sur le climat ambiant. Et ce que je crois profondément, c'est que les Français en ont marre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la scène politique soit figée, cryogénisée. Donc ils attendent quelque chose. Si quelque chose se présente et s'ils ont un outil dont ils peuvent se saisir, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Je pense qu'il peut raisonnablement se passer quelque chose au regard du paysage tel qu'on le décrit aussi, hein. Il n'y aura pas 36 candidats comme il y en a aujourd'hui. Mais il y en aura quand même quelques-uns. On sera peut-être pas dans les étiages de 2022 de 2002 pardon, où il y avait 16 candidats. On sera peut-être plus proche des 12 candidats de la dernière élection. Mais ça fait quand même du monde. Et surtout, ça fait, parce que ça c'est mon analyse de la démocratie minoritaire, ça fait que tant qu'il n'y a pas de perspective majoritaire, quelqu'un qui dit à un moment donné qu'il veut rassembler les gens et créer du commun, tant qu'on reste sur cette logique de différenciation et de polarisation, eh ben, les gens accepter en conscience de bloquer le système. Donc pour sortir de ça, il faudrait qu'il y ait un candidat. Est-ce qu'il pourra passer les différents écueils, ce candidat? Notamment toutes les entraves hein, qui sont mises en place. Par exemple, la nouvelle collecte des 500 signatures, par exemple, elle a été remodelée. Aujourd'hui, tout est fait pour que un candidat qui soit pas issu du sérail ne puisse pas les avoir. Pour autant, je pense que ça reste malgré tout envisageable. Donc là, il peut se passer quelque chose. Après, quand je dis qu'il y aura une irruption,
ça veut dire quelqu'un qui n'est pas attendu dans le cadre de la tripartition. Une irruption, ça peut avoir plein de formes. Tu vois, même un De Villepin, je pense que c'est pas la candidature idoine aujourd'hui, mais même lui correspondrait d'une certaine manière à une éruption. Ça peut être un De Villepin, ça peut être un candidat comme Ruffin, ça peut être un candidat qu'on n'a pas vu venir, ça peut être un candidat issu du monde, j'en sais rien moi, du journaliste, ça peut être un candidat banquier, peu importe. Ces candidats, même si je me reconnais pas dedans, voyez-vous, la candidature de Mathieu Pigasse, ça me fait quand même doucement rigoler. Mais ce genre de candidature-là sera perçu comme une candidature d'irruption. Et ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui peuvent s'agréger sur elle. Moi, par rapport à ce que je pense qui est bon pour notre pays pour demain, je pense qu'on a intérêt quand même à mettre quelques critères. Et celui ou celle qui arrivera à sortir là-dedans, il faudra qu'il soit dans une démarche de perspective majoritaire telle que je la décrivais tout à l'heure, un truc un petit peu héritier du CNR, obligatoirement. Est-ce qu'on peut le faire? Ben, c'est maintenant que ça va commencer à se jouer. Parce que si je fais le constat de ce qui se passe aujourd'hui c'est quand même le bal-trap électoral. Moi, je n'ai jamais vu une élection comme celle d'aujourd'hui où à un an du terme, on est en train de shooter les gens, soit sur la scène judiciaire, de Villepin, Asselineau, Philippe, soit sur la scène politique, Ruffin, Glucksmann. Tous ces gens-là sont shootés. Par exemple, Ruffin, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour le personnage, on ne se relève pas dans une campagne présidentielle de l'épisode politique qu'il a suscité, mais qui lui a été infligé notamment par la France insoumise après la BD. Sa candidature, la candidature de Ruffin est dès à présent terminée. Il faut arrêter de faire semblant. La candidature de Glucksmann est terminée. Le mec qui va, alors même qu'on donne Jean-Luc Mélenchon à 16% et que lui on le donne à 11%, qui a un JT, un journal télévisé le soir et qui se pointe en disant oui, alors je vais réfléchir aux conditions et d'ici 3 mois, je vous dirai si je suis candidat ou pas. Bon, mais salut, salut, c'est fini. Ça veut dire que lui, il est rangé, il s'est déjà mis sur le côté. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Donc, il y a un ball trap actuellement à un an de l'élection. Ça n'existe pas. Normalement, on shoot les gens à l'automne. Là, ils sont shootés au printemps qui précède. Et ben donc, tout ça fait qu'il y a un paysage singulièrement nouveau. Je comprends la grande peur qui est celle des membres de la tripartition qui accélère donc le calendrier pour shooter les gens à l'avance, mais ça montre leur fragilité. Et donc ça montre qu'il y a un espace. Maintenant, qui s'avancera pour aller sur les positions qu'on évoque quand même les uns les autres et qui font partie, je crois, de notre corpus commun, ben, on verra. Peut-être qu'il y aura personne, peut-être qu'il y aura personne, et peut-être que cette irruption sera une irruption qui, moi en tout cas, me conviendra pas du tout. Mais peut-être qu'on peut faire en sorte qu'elle nous corresponde. Ouais, j'ai tendance à penser que quand je dis qu'ils y arriveront pas, c'est à faire émerger. Alors là, je parle de l'extrême centre. Moi, je vois en l'état actuel des choses comment, avec la colère qui est réelle, hein, parce que bon, je rappelle quand même que le Rassemblement national est toujours dans les sondages et études d'opinion toujours très haut, et quelle que soit la décision qui sera rendue, alors bon, ça peut changer, quelle que soit la décision qui sera rendue par le tribunal, la cour d'appel au mois de juillet concernant Mais n'a l'éligibilité de jamais été Marine Le aussi Pen. Alors fracturé, tu vas Régis. voir, tu sais qu'on peut être Premier ministre sans être éligible. Donc à ce moment-là, Bardella, président de la République, Premier ministre, Marine Le Pen. Il y a dans l'establishment, hein, dans l'état profond, il y a l'idée qu'il faut crever l'abcès, hein, et que d'ailleurs on aurait mieux fait de le crever en 2024, de crever l'abcès en laissant le RN arriver au pouvoir avec une incapacité de pouvoir donner satisfaction à son électorat, ce qui générerait probablement des changements. Bon, toujours est-il que là, on est vraiment, mais t'as raison quand tu dis que c'est le ball trap, quoi. Les mecs qui peuvent pas bouger hein, et sans se prendre une volée. Et donc aujourd'hui, même sur l'irruption, quoi, même sur l'irruption, qui donc? Parce que tu parles de Villepin. Villepin, il est trop vulnérable au plan judiciaire, parce qu'il y a ce dont on parle pas. Euh, et puis bon, il y a toujours ce moyen de les tuer, hein. La voie judiciaire, ça a déjà fonctionné une fois. Alors il y a l'idée de Bolloré. Moi, de sources relativement sûres, Bolloré, il verrait bien Philippe de Villiers, auquel Zemmour se rallierait, etc. Donc ça expliquerait sa fermeté actuelle. Bon,
Ça, j'y crois pas non plus. Hein. Enfin, j'y crois pas sur la pérennité d'une candidature de Villiers. Hein, parce qu'il est complètement fou. Il est devenu. Bon, messieurs, je crois qu'on a bien fait le tour des différentes questions dans un monde qui change, hein, et qu'il est très difficile d'appréhender. Castelnau, président, c'est ça l'irruption. Oh, ça, mon pauvre ami. Hein, ça, alors là. Moi, tu sais, j'ai fait de la politique tout le temps. D'abord, j'étais engagé. Hein, j'ai été officier d'état-major au sein du parti. Euh, Ensuite, j'ai dirigé un cabinet qui travaillait avec la sphère publique et la sphère publique décentralisée. Donc, j'ai connu pas mal de politiques et de grands féodaux, mais jamais j'ai eu envie d'être, si tu veux, directement dans les responsabilités. Et tu as bien fait. Non, 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 mais attends, je respecte, hein. Je respecte. Non, 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 ça, je suis pas, c'est pas du tout pourri et tout. Non, 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 j'ai connu des Ah non, non, j'ai pas dirigeants. dit ça, mais je dis que c'est. Je pense que François, on a un peu fait l'expérience. C'est peut-être malheureusement aujourd'hui le système est fait d'une telle manière que c'est le pire endroit pour faire de la politique, c'est les partis politiques. Hein. Et c'est terrible parce que je pense que peut-être, et ça, on fera une autre émission peut-être là-dessus, euh, ce qui peut, ou des gens comme Villiers, moi j'ai lancé un truc hier comme ça, une bouteille à la mer, Villiers, Montebourg, peuvent être des agents d'influence pour reprendre une formule à la mode et plus que le pouvoir. Je pense que nous, voilà, on peut peut-être un peu à l'extérieur influencer les choses pour qu'il y ait une prise de conscience générale, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, l'irruption avec tous les freins qu'on connaît institutionnels, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Les signatures, il faut en plus les matiner par département, etc. C'est impossible. Même si tu dis, Ça se fait, Didier, ça se fait. Si le ça truc se est un fait, peu sérieux, qu'il y a une dynamique, ça se fait. mais c'est très compliqué. Tu le sais très bien Oui, que c'est je le très, sais, très compliqué. mais ça se fait. Ça se fait. Et Par contre, moi, ce Messieurs, que je voudrais attendez, dire, je vous propose, parce que ça c'est notre discussion, je vous propose de saluer. Salut à tous, hein, merci de votre attention et effectivement à très bientôt. Mais en tout cas, restez vigilants, restez à l'écoute parce que la situation est quand même très très particulière. La crise économique qui vient, la guerre, on est sur le fil du rasoir et on a un pauvre pays qui n'est pas encore effondré, mais qui prend peut-être la voie de l'effondrement. Didier